Imaginez, du jour au lendemain, l'Europe devient aveugle. Une panne éclair désactive tous les réseaux de renseignement de l'OTAN, bouleversant des dizaines de capitales en quelques heures. Diplomates, militaires et dirigeants sont soudain privés d'informations fiables. Les débats s'enflamment dans chaque parlement, les failles émergent dans la presse et la population s'inquiète. La tension grimpe à chaque minute de silence. Qui a orchestré cela, comment et pourquoi ? Certains redoutent une attaque, d'autres dénoncent la dépendance technologique devenue le talon d'Achille de la sécurité européenne. Les marchés chancellent, les investisseurs doutent, les réunions d'urgence s'enchaînent dans l'incertitude. Ce n'est pas qu'un problème technique. Ce blackout met à nu une dépendance psychologique et institutionnelle. L'Europe s'est crue invincible. Tant que la cause demeure inconnue, la stabilité de millions d'Européens est menacée. Comment en est-on arrivé là ? Pour comprendre, il faut revenir à l'origine du crash. Revenons au point de rupture, là où tout a basculé. Quels ont été les premiers signes de la catastrophe ? L'Europe croyait tout maîtriser, mais son système reposait sur un fil invisible. Pendant des années, les États européens ont centralisé leurs renseignements, misant sur l'automatisation. Les données convergeaient ainsi vers quelques centres analysés à la vitesse de l'éclair par des algorithmes toujours plus puissants. Cette domination informationnelle donnait à l'OTAN un avantage: prévoir, agir, parfois dissuader avant que le danger n'apparaisse. Une confiance aveugle s'est installée. Jusqu'à ce matin, l'Europe s'est figée dans un silence total. Satellites, réseaux, centres d'analyse, tout s'est éteint, comme si la maison entière perdait son courant d'un seul coup. Ce n'était pas un simple bug. L'arrêt synchronisé a révélé la faiblesse. Tout reposait sur quelques points vulnérables. Quand l'information ne circule plus, ce n'est pas seulement la sécurité qui s'effondre, mais la confiance dans les institutions. La confusion entre automatisation et résilience éclate au grand jour. Ce jour-là, la panne n'était pas qu'un dysfonctionnement, c'était une crise de confiance. Mais la vraie menace était ailleurs. Comment réagir face à ce vide soudain ? Qui osera prendre la première décision sans données fiables ? Que faire quand tout se brouille et que décider devient un pari ? L'Europe découvre qu'elle a perdu ses yeux et ses oreilles. Plus aucune donnée fiable, juste des rumeurs et des doutes. Dans les centres de commandement, l'attente s'installe. Personne n'ose agir avec si peu d'informations. Chaque minute accroît le risque. Une confusion, une fausse alerte, et tout peut déraper. Les dirigeants enchaînent les réunions sans repère, oscillant entre appels au calme et injonctions à la fermeté. Sur les marchés, la panique alterne avec des phases d'espoir. Les courbes font le yo-yo. Privés de surveillance avancée, les militaires reviennent aux méthodes manuelles. Les rares informations sont croisées, mais chaque hésitation coûte cher. L'incertitude paralyse la chaîne de commandement. Faut-il attendre ou agir ? En coulisses, les tensions montent. Certains dénoncent pour la dépendance aux technologies extérieures, d'autres blâment la faiblesse des réseaux nationaux. La confiance collective vacille. Ce chaos alimente la désinformation. Dans les médias et sur les réseaux, les spéculations explosent. Citoyens inquiets ou en colère, tous exigent des réponses. Le plus dangereux, c'est l'erreur humaine. Décisions précipitées, gestes mal interprétés. La moindre étincelle peut entraîner une crise ouverte ou aggraver les tensions. L'Europe prend conscience de sa vulnérabilité. Le mythe d'une sécurité automatique s'effondre. Mais quelle solution reste possible ? Pour sortir de l'impasse, il faut repenser l'équilibre entre technologie, institutions et confiance humaine. La crise impose une réflexion stratégique sur l'avenir de la sécurité collective. Faut-il reconstruire, réformer ou tout réinventer ? Cette question hante désormais chaque décideur. Après la panne, 3 chemins se dessinent, chacun porteur d'espoir et de péril. Premier scénario, restaurer l'ancien système, mais plus solide. Cela rassure, promettant un retour à la normale grâce à plus de redondance et d'investissement. Mais cela ne remet pas en cause les bases institutionnelles. Deuxième option, bâtir une architecture modulaire et décentralisée. Chaque État gagnerait en autonomie, limitant l'ampleur des crises futures. Mais la coordination deviendrait difficile et la fragmentation menacerait l'Europe. Troisième voie, un modèle hybride où la technologie soutient la décision humaine, où l'expertise locale prime. Ce choix mise sur la résilience humaine mais requiert du temps et une confiance renouvelée. Un mauvais choix condamnerait l'Europe. Perte de crédibilité, vulnérabilité accrue, souveraineté en péril. Le débat est ouvert, les camps s'affrontent. Tous savent que l'erreur serait fatale. Tandis que les débats s'enflamment, chacun cherche des compromis. Mais le temps presse, la pression monte. La sécurité n'est pas qu'une affaire de technologie. Le véritable défi, c'est d'apprendre à décider dans l'incertitude,
agir sans tout savoir, reconnaître l'erreur, avancer malgré l'ambiguïté. L'Europe doit former ses responsables à choisir quand les faits sont rares ou contradictoires. La crise l'a prouvé. Faire confiance aveuglément aux machines est dangereux. Miser sur le jugement humain, l'esprit critique et la coopération devient essentiel, bien plus qu'un logiciel dernier cri ou un cryptage renforcé. Mais la résilience ne repose pas sur quelques génies isolés. Il faut des institutions capables de s'autocorriger, de questionner leurs habitudes et d'admettre leurs failles. Sinon, l'Europe s'expose à d'autres crises brutales, à la défiance et à la fragmentation. La vraie sécurité, c'est l'adaptabilité partagée, pas le contrôle absolu. Pourtant, l'Europe peine à rompre avec ses réflexes technocratiques. Comment provoquer ce changement de culture avant qu'il ne soit trop tard ? À l'ère numérique, notre vigilance et la confiance que nous accordons ou refusons à nos institutions forment notre première ligne de défense. La crise a exposé une vérité dérangeante. La sécurité de demain dépend moins des machines que de l'engagement de chacun, à tous les niveaux. Délaisser l'esprit critique, c'est accepter la prochaine faille. Même les systèmes les plus sophistiqués restent vulnérables. Mais une société attentive, prête à s'adapter et à douter, peut transformer la peur en résilience. Ce n'est pas la technique seule qui nous protège, mais la capacité à questionner, à rester lucide dans l'incertitude et à placer judicieusement notre confiance. Chacun a un rôle. Interroger les choix publics, cultiver l'esprit critique, exiger transparence et responsabilité. Abandonner ces débats aux spécialistes, c'est risquer l'aveuglement. La souveraineté et la stabilité reposent sur une confiance active, non aveugle. Après cette crise, il nous faut repenser nos attentes, apprendre à naviguer ensemble dans l'incertitude.